C'était le 24 mars dernier. À 7 h du matin, le centre-ville de Montreux, d'ordinaire paisible, est bouclé. En face du casino, une scène d'horreur. Sous ces tentes, 5 corps. Et devant les médias suisses, des riverains stupéfaits. Je les ai vus en passant, je suis complètement bouleversée, très très choquée. Je trouve ça c'est dramatique. 3 adultes et 2 enfants, tous français, viennent de tomber d'un balcon du 7e étage, les uns après les autres. 25 mètres de chute, dans le silence. Pas de cris, pas de hurlements, et puis les enfants étaient en pyjama, donc ils ont été pris certainement peut-être dans leur sommeil. C'est quelque chose d'inimaginable, d'impensable même. Seul un adolescent de 15 ans a survécu. Il est plongé dans le coma. Sa petite sœur de 8 ans, son père, sa mère et la sœur jumelle de sa mère sont morts. L'enquête s'oriente rapidement vers un suicide collectif, un drame à huis clos. L'effrayante dérive d'une famille aisée, brillante, à qui tout semblait réussir et qui s'était refermée sur elle-même. Pour tenter de comprendre, il faut revenir en France, dans les beaux quartiers de Paris, où leur histoire commence. Le père, Éric David, est un brillant polytechnicien. En 2005, il épouse Nasrine Ferraoun, une étudiante en orthodontie discrète, petite fille d'un grand écrivain algérien. Sa sœur jumelle s'appelle Nargis. Après avoir intégré la prestigieuse École normale supérieure, elle suit des études d'ophtalmologie. À la fin des années 2000, elle est interne à Metz, sous la direction du docteur Jean-Marc Perronne, qui n'a pas oublié cette étudiante exceptionnelle. C'était quelqu'un de très brillant, de joyeux, de rayonnant. Tout le monde l'appréciait beaucoup. Il y a des internes qui marquent peut-être un peu plus que d'autres. Et puis je lui avais proposé de rester avec nous. Je ne le propose pas à tout le monde. Elle ne se plaignait jamais de rien. Elle n'avait aucun mot méchant sur personne. Non, c'était vraiment une chic fille. De ces années-là, sa sœur Nasrine, elle, a laissé un souvenir plus mitigé, voire troublant. Selon un ancien professeur de la jeune femme, Nasrine se tenait à l'écart des autres. On sentait une certaine distance vis-à-vis des gens. Déjà un peu dans son monde. Très admiratrice de son mari et de sa sœur jumelle. Son mari très brillant, sa sœur aussi. Et déjà très proches les uns des autres et très fusionnels. Quand vous parlez de votre sœur jumelle comme ça tout le temps et que vous avez une admiration, que vous rêvez de vivre avec elle, c'est quand même pas courant. Son mari, sa sœur, ça devenait l'unique raison de vivre. Le trio commence-t-il déjà à se refermer sur lui-même ? Une fois diplômé, Nasrine part exercer dans un cabinet médical en Normandie, dans la petite ville de Vernon. Avec son mari, Éric, ils achètent cette maison pour y passer leur week-end. Seule Nargis, la jumelle, vient leur rendre visite. Ah bah oui, on peut s'approcher. Michel les a côtoyés pendant plusieurs années. Elle était leur voisine directe. Parce qu'il y a que là qu'on peut voir plus facilement, parce que c'est... Oui, ça descend. Elle partageait un mur avec eux, qui sera sujet de conflits, surtout avec le mari, selon elle, très procédurier et renfermé. Elle, très aimable. Il n'y a rien à dire. Par contre, lui, pas aimable du tout. Me parlait de mon mur. C'était pas que mon mur, c'était le sien aussi. Il était agressif ? Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire ? Bah, sur le ton qu'il m'a dit, vous savez que le mur est mitoyen. Pas bonjour, rien ? Ah, rien. Oui. Nasrine, elle, est perçue par certains comme une femme manipulatrice. Donne. Pascal Margeridon était son associé au cabinet médical pendant 3 ans. Donne. Hop, hop. Allez. Après des premiers mois idylliques, la jeune orthodontiste change brutalement de comportement et assigne le docteur Margeridon devant le Conseil de l'Ordre. Alors là, j'ai appris que je détournais la clientèle, que je volais,
que je drivais les assistantes pour pour lui nuire. Elle a été quand même très très forte. Hein. Parce que dans les premiers temps, elle a vraiment retourné toute une partie de Vernon contre moi, contre le cabinet. Elle a été dire que on la maltraitait tellement que elle était au bord de la dépression, alors que c'était absolument pas le cas. Donc je pense qu'elle avait vraiment dans l'idée de me laminer professionnellement et psychologiquement. Manipulation ou paranoïa? En tout cas, en 2013, Nasrine David est déboutée de ces procédures. Elle et son mari Éric quittent alors subitement Vernon et s'installent en Suisse, en même temps que Nargis, la jumelle inséparable. C'est là, au bord du lac Léman, que le mystère va s'épaissir. Nasrine, la dentiste, commence à exercer au nord de Lausanne, dans ce cabinet, mais en démissionne rapidement. En 2016, elle disparaît des radars suisses, en prétendant auprès de l'administration qu'elle a quitté le pays avec sa fille. Son mari Éric, lui, démissionne de son poste dans une société informatique. Le couple et ses 2 enfants s'installent alors à Montreux, dans l'appartement du 7e étage. Et la jumelle Nargis emménage avec eux. La jeune femme semble alors être la seule de la famille à continuer d'entretenir une vie sociale. Elle a obtenu un poste prestigieux à Genève, comme on le voit sur cette vidéo. Bonjour à tous, je suis la doctoresse Nargis Ferraoun-Gama. Je suis une des chefs de clinique du service d'ophtalmologie des hôpitaux universitaires de Genève. L'ophtalmologue exerce également dans plusieurs cabinets de la région. Cette patiente se souvient d'une femme épanouie et consciencieuse. Docteur Gama était, charismatique, mais ça veut dire un vrai soleil. Elle était épanouie, elle s'intéressait à comment ça allait. Et puis voilà, c'est un contrôle annuel que je faisais. Et vraiment, elle était extraordinaire. Elle s'est vraiment bien occupée de mes yeux. Elle m'a bien soignée. Vous ressentez quoi à apprendre ce qui lui est arrivé? L'incompréhension totale. Hein. L'incompréhension. Je n'arrive pas à imaginer. Il faut que j'avale ça. C'est difficile. Ouais. Ce que tout son entourage professionnel ignore, c'est qu'en privé, Nargis partage depuis 3 ans un curieux quotidien avec sa jumelle et son mari. À Montreux, le couple ne sort presque plus du domicile, tout comme ses enfants, qui sont scolarisés à la maison. La famille vit presque en vase clos et n'échange pas un mot avec ses voisins. Le papa, je l'ai vu la première fois, il était dans l'ascenseur quand je voulais le prendre. Il avait toujours la tête baissée, quoi. Il répondait même pas au bonjour. Puis, du coup, quand je pense qu'il se sentait gêné, il devenait rouge. C'est arrivé même que, je sais pas, des petites gouttes de sueur sur le front. Alors, il était vraiment mal à l'aise. Après, entre eux, quand on les voyait, ils étaient vraiment, j'ai envie de dire, entre guillemets, normaux. Parce qu'on les voyait rigoler entre eux, ils discutaient entre eux. Mais dès qu'il y avait quelqu'un autre que eux 5, c'était le silence. Leur mode de vie intrigue. Ils reçoivent des quantités impressionnantes de colis et ils auraient eu pour habitude de se promener en famille très tard le soir. Ils vivaient plutôt la nuit. Ils prenaient des bains la nuit. Ils déplaçaient aussi des choses durant la nuit. Aucun des voisins, lorsqu'on a échangé, n'a entendu leur voix ou parler. C'était vraiment des bruits de meubles, de déplacements, perceuses, visseuses, des choses qui tombaient. On aurait dit peut-être des bouteilles. Chaque année, il y a une société de désinfection qui vient pour les appartements, entretenir les appartements. Et du coup, le monsieur est venu juste après eux chez nous et puis il a dit
que tout était encombré en fait, et puis qu'il avait même de la peine à passer en fait à faire son job parce que c'était plein. Alors une voisine a dit que c'était des cartons de livres, on a entendu que c'était aussi de la nourriture, des médicaments, une boîte de conserve, mais j'ai entendu que tout était assez bien rangé quand même. À quoi la famille se prépare-t-elle? Les jumelles, que l'on aperçoit parfois dans le quartier, toujours ensemble en terrasse des cafés, s'étaient plusieurs fois confiées à un serveur. Ces derniers mois, elles semblaient obnubilées par le vaccin contre le Covid-19. Elle partait du principe que tous les vaccinés, à partir de 2 ans, normalement, ils allaient mourir. Je voyais plus ou moins la fin du monde comme des... je sais pas, la famine, la guerre civile, et puis qu'il commence à y avoir du pillage, les gens ils commencent à voler, à devenir fous, à s'attaquer les uns les autres, donc il nous faut plomber, il faut avoir des médicaments en réserve, avoir de l'eau potable, et puis prendre secours avec une communauté, parce qu'il faudrait quitter les villes pour aller dans la forêt. Fin 2021, la famille cesse de répondre à l'administration suisse, qui doit contrôler l'enseignement que suit à la maison le fils de 15 ans. Le 24 mars, les autorités se rendent au domicile de la famille. Les gendarmes sont arrivés devant cet appartement, ils ont frappé, ils ont sonné. Il n'y a pas eu de réponse dans un premier temps, ils ont insisté. Puis à un moment donné, ils ont entendu une voix à l'intérieur qui leur demandait qui était là. Ils se sont légitimés, ils ont dit que c'était la police. Puis après, il n'y a plus de bruit. Ça a duré à peu près une demi-heure. Comme ils n'arrivaient pas à exécuter leur mission, ils ont décidé de quitter les lieux. Derrière la porte de l'appartement, la famille aurait alors décidé d'en finir. C'était le silence, on a juste entendu du coup au bout d'un moment un espèce de meuble qui était traîné, ou je sais pas, c'était peut-être une chaise, tabouret, un meuble. Je ne saurais pas vous dire ce que c'était, et puis, mais c'est tout. C'est tout. Et même en discutant avec nos voisins, la plupart ont entendu la même chose en fait, et puis, mais aucun cri, aucune dispute, aucun conflit, rien. Le silence. À l'aide d'un escabeau, dans un intervalle de 5 minutes, les 5 membres de la famille se sont jetés du balcon. D'abord les 2 sœurs et le fils de 15 ans, qui n'aura la vie sauve qu'en chutant sur cet arbre. Puis, la fillette de 8 ans, et enfin, le père. En fouillant l'appartement et leur matériel informatique, les policiers obtiennent des premiers éléments de réponse, mais une grande part de mystère demeure. On a pu établir que cette famille était très intéressée par les thèses complotistes et survivalistes. Par contre, à aucun moment, et dans les investigations qui ont été menées, on a découvert d'éléments qui pouvaient expliquer ce passage à l'acte de manière anticipée. On n'a pas mis à jour d'éléments qui font un lien entre cette famille et le milieu sectaire. On privilégie la thèse du suicide collectif sans l'intervention de tiers. Pourquoi les membres d'une famille se préparant à survivre à la fin du monde ont-ils décidé de mettre fin à leur jour? Le fils de 15 ans, qui reste hospitalisé, donnera peut-être bientôt les clés de l'énigme de l'appartement du 7e étage.